Europe 1 Soir. Il est 18h40 et c'est l'heure de l'interview d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Oui, Catherine, l'invité politique d'Europe 1 Soir avec Dominique Paillet, ancien porte-parole de l'UMP, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, proche de Jean-Louis Borloo. Bonsoir Dominique Paillet. Bonsoir. On va faire avec vous de la politique fiction, mais d'abord un mot, qu'est-ce que vous devenez ? Eh bien écoutez, je suis membre du Parti radical, conseiller spécial de ce parti, et nous préparons les élections présidentielles et législatives. Sans candidat. Nous n'avons plus de candidat direct, donc nous ferons un choix au mois de mars, et puis les législatives nous permettront d'exister sur le terrain en défendant nos propres idées. Et professionnellement, parce qu'on se souvient que vous aviez été président de l'Office français de l'immigration, vous avez été débarqué un peu brutalement ? Ah oui, assez brutalement, mais j'ai fini par m'en remettre. Vous savez, je n'avais pas demandé ce poste, donc on me l'a retiré d'une manière aussi autoritaire que celle qui m'avait permis de l'obtenir. Et j'avais renoncé à toute indemnité à ce moment-là, puisque je suis avocat et que j'ai un cabinet. Et que donc professionnellement, je suis à l'abri, en quelque sorte. Vos activités d'avocat vous laissent sans doute un petit peu de loisir, puisque vous venez de vous livrer à un exercice très amusant de politique fiction. Ça sort chez Grasset, ça s'appelle Panique à l'Élysée. Vous imaginez tout simplement l'élection présidentielle à venir. Alors on pourrait commencer par le soir du premier tour. Il est 20h, les télévisions ne sont pas capables d'annoncer qui est qualifié pour le deuxième tour. Absolument, parce que les 4 candidats majeurs, François Bayrou, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy et François Hollande, se tiennent dans un mouchoir, moins d'un point, et donc la marge d'erreur ne leur permet pas, évidemment, de franchir le pas de l'annonce officielle à 20h. À 20h. Mais un peu plus tard, Laurence Ferrari sur TF1 annonce qui est qualifié pour le deuxième tour. Il s'agit de François Bayrou, je le dis. Alors chacun sait que je n'ai pas avec lui aujourd'hui des relations aussi étroites que celles et intimes que j'ai pu entretenir il y a quelques années, mais je crois très sincèrement que c'est une issue tout à fait plausible. Que François Bayrou soit en tête. Bien évidemment. Juste devant, dans votre scénario, Marine Le Pen. Voilà, donc Bayrou, Le Pen au deuxième tour. Nicolas Absolument. Sarkozy et François Hollande ont perdu. Et alors vous expliquez dans votre livre un petit peu à votre avis pourquoi ils ont perdu, l'un et l'autre n'ont pas fait des très bonnes campagnes. Oui, et non seulement ça, mais Nicolas Sarkozy, malgré tout ce qu'il peut faire en ce moment, en termes de réformes un peu précipitées, ne veut pas dans l'esprit des Français effacer totalement le bilan qui est le sien. Et ce bilan n'est malheureusement pas à la hauteur de ce que nous avions espéré en 2007, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc ce rejet de Nicolas Sarkozy se heurte aussi à un appétit inexistant pour la candidature de François Hollande, qui est incapable de proposer quoi que ce soit. Et entre ces... Alors François Hollande, il paye cher une faute de communication pendant sa campagne. Il a accepté dans votre roman de poser avec sa femme, sa compagne, dans Paris Match, et Ségolène Royal l'a très mal pris. Oui, alors écoutez, c'est truffé d'anecdotes, mais vous savez comme moi que la réalité dépasse parfois la fiction, donc tout ce que j'ai pu écrire peut se trouver totalement dépassé dans les faits qui nous attendent dans les semaines qui viennent. Oui, c'est une anecdote parmi d'autres. J'ai voulu que ce roman soit agréable à lire, prime sautier un peu, mais tout en étant tout à fait réaliste. Nicolas Sarkozy, s'il n'est pas au deuxième tour, c'est aussi, vous écrivez dans votre roman, mais là on sent que c'est ce que vous pensez profondément, parce qu'il a mené une campagne trop à droite. Oui, moi je crois que Nicolas Sarkozy se fourvoie, je le lui ai dit il y a quelques mois, il se fourvoie trop sur les terres de droite, il oublie qu'il faut rassembler, surtout quand on est président sortant, qu'il faut rassembler notamment sur les terres du centre, et comme il n'a pas voulu de candidature de Jean-Louis Borloo, qui lui aurait permis d'avoir des réservoirs de voix au second tour sans lui en prendre au premier, eh bien il n'a, dans mon roman bien évidemment, ça n'est qu'une fiction, que ce qu'il a cherché. Et puis d'un point de vue un petit peu plus personnel, il n'a pas su être fidèle en amitié. Vous écrivez qu'en gros, il pense que ses amis, il les a à vie et qu'il n'a pas besoin de s'en occuper. Parfois oui, il les humilie. Absolument, mais ça n'est pas que moi qui le dis. Vous pouvez interroger Patrick Devedjian, il a des images beaucoup plus fortes encore que celles que j'ai pu exprimer dans ce livre. Regardez encore aujourd'hui Arnaud Dacier, qui a beaucoup mouillé sa chemise pour lui en 2007 et qui est un des artisans de sa réussite électorale, est aujourd'hui chez François Bayrou. Alors on en revient à votre scénario que vous nous dites plausible. Marine Le Pen est face à François Bayrou au deuxième tour. Aussitôt, l'UMP éclate. Ça me paraît une évidence. L'UMP aujourd'hui, c'est un bateau ivre. Il n'y a de ciment que l'union de façade derrière la candidature de Nicolas Sarkozy. Mais chacun voit bien que si Nicolas Sarkozy disparaît du paysage, et notamment du paysage de la présidentielle après le premier tour, chacun reprendra ses marques et on s'achemine vers un éclatement triple. C'est-à-dire d'un côté ceux qui vont rejoindre le Front National, il y a une droite populaire qui est très populiste à l'UMP. Alors dans votre livre, ils y vont tout de suite, chez Marine Le Pen. Dès le lundi matin, en masse, les élus de la droite populaire vont chez Marine Le Pen. Absolument, qui n'a qu'un pas à franchir. Enfin, quand vous écoutez les discours des uns,
c'est-à-dire de la droite populaire, populiste, et les discours des autres, c'est-à-dire celui de Marine Le Pen et l'extrême droite, vous ne voyez pas vraiment de différence. Ou alors il faut chercher les nuances à la loupe. Et puis il y a les centristes qui sont restés, écoutant sans doute leur courage, qui ne leur disait rien pendant quelques mois, mais qui là sont obligés de faire mouvement. Et qui vont vers François Bayrou. C'est un mouvement naturel. Je veux dire qu'ils étaient avec lui, ils l'ont quitté parce que François Bayrou n'a pas su les retenir. Ils reviennent au bercail. Mais alors, entre la droite populaire et les centristes, il y a les copéistes, les amis de Jean-François Copé, le patron de l'UMP. Et alors là, surprise, dans votre scénario, Jean-François Copé, un peu moins directement que ceux de la droite populaire, mais finit par rejoindre Marine Le Pen. Mais c'est évident que Jean-François Copé obéit d'abord à une stratégie d'ambition personnelle. Et donc cette stratégie d'ambition personnelle ne peut que le conduire, il faut lire l'ouvrage que j'ai commis pour le comprendre, mais ne peut que le conduire dans cette configuration-là. Oui, il l'a lu votre livre, Jean-François Copé ? Je ne pense pas. Il va le lire, ou alors on va lui raconter ce que vous en avez dit à la radio, on va lui dire Dominique Paillet, imagine que tu rejoins Marine Le Pen. Je pense que les relations que j'ai avec Jean-François Copé font qu'il ne s'attend sans doute pas à être encensé dans un roman même d'anticipation. Oui, on sent que vous n'êtes pas vraiment copains, mais franchement, ça vous paraît plausible Tout à fait. Ça me paraît Jean-François Copé, plus... c'est une accusation. Non, c'est pas une accusation. Ça me paraît d'autant plus plausible que Marine Le Pen, encore une fois, est légitimée par le comportement, légitimée en tant que candidate républicaine par le comportement de la droite populaire, et que par ailleurs, il faut regarder l'état de la circonscription de Jean-François Copé dans la Seine-et-Marne. Je vous rappelle qu'il a perdu en triangulaire en 97 avec la présence du Front National. Il n'est peut-être pas enclin à supporter encore une telle avanie. Alors on continue votre scénario, donc deuxième tour, François Bayrou si vous dévoilez la totalité du bouquin, vous allez empêcher... Non, on va garder la chute, mais on peut aller jusqu'au deuxième tour quand même. Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe au deuxième tour ? Qui gagne ? François Bayrou, mais avec une marge beaucoup moins large, compte tenu de ces alliances de circonstances et de recomposition que nous avons indiquées. Avec une petite avance, François Bayrou gagne. Et là, effectivement, on ne va pas dire ce qui se passe derrière, parce qu'il faut garder un peu de suspense. Mais simplement, non, Nicolas Sarkozy, il y a des législatives quand même derrière les présidentielles. Et il repart au combat. Il dit, je repars à zéro, je me présente à Neuilly, je recommence. Même... désarçonné de son cheval, Nicolas Sarkozy sera remonté. C'est une évidence. Nicolas Sarkozy est quelqu'un d'increvable, si vous me permettez cette expression, et tellement passionné par la politique que je ne vois pas aujourd'hui ce qui pourrait l'empêcher de poursuivre sur cette voie-là. Alors dans le livre, vous parlez aussi, naturellement, ça c'est un petit peu plus tôt, c'est de Jean-Louis Borloo. Là, on n'est pas dans la politique fiction, parce que ça commence, votre roman commence en 2011, donc il y a une partie je retrace qui est un peu 2011, voilà. sous un angle qui m'est propre. Avec le 2 octobre, Jean-Louis Borloo va dans le journal de TF1 et il annonce qu'il ne sera pas candidat. Ça, c'est pas de la politique fiction, ça s'est vraiment passé comme ça. Vous étiez au courant ce soir-là ? Écoutez, j'étais même dans vos studios à 19h30, j'étais l'invité de Wendy Bouchard et je subodorais. Parce vous subodoriez. Il ne me l'avait pas dit ouvertement qu'il allait jeter l'éponge ce soir-là. Nous avions eu de grandes conversations au cours des 2 jours précédents où il m'avouait ne plus se voir d'espace politique. Je lui confiais qu'il avait tort. Regardez aujourd'hui celui qui s'ouvre à François Bayrou et que je consacre dans mon roman. Et donc, je sentais bien qu'il allait jeter l'éponge. On ne va pas aux 20h de TF1 dimanche soir pour annoncer que finalement on réfléchit encore. Mais vous vous rendez compte, Dominique Paillet, vous étiez avec Ramayad peut-être parmi les plus proches de Jean-Louis Borloo. Nous le restons. Vous étiez décidé à vous battre pour lui, pour sa candidature, en espérant qu'il devienne président de la République. Et à une demi-heure de son jet de l'éponge, vous étiez sur Europe 1 à ne faire que subodorer, c'est-à-dire qu'il ne vous l'avait pas dit ni à vous ni à Ramayad. Oui, mais je l'ai dit, c'est très dur. Il ne l'avait dit ni à Rama, ni à moi-même, ni à Yves Gégaud, ni à Laurent Hénard, qui sommes ses proches. C'était très dur. C'est un épisode que je ne souhaiterais pas revivre. Avec du recul, c'était en octobre, donc on a du recul. Maintenant, vous pensez qu'il a eu tort, qu'il aurait pu gagner ? Moi, j'ai pensé qu'il avait eu tort de le faire au moment où il l'a fait. S'il ne voulait pas aller jusqu'au bout, il fallait au moins pousser sa candidature plus loin, créer un rapport de force. Nicolas Sarkozy ne connaît que le rapport de force. Aujourd'hui, Jean-Louis, heureusement pour lui, il a des idées et c'est ce qui lui permet de conserver une certaine monétisation en politique, mais il est quand même à mon sens, un tout petit peu marginalisé. Et donc, ce que nous devons faire, c'est l'aider avec le Parti radical à revenir au devant de la scène. Ouais, mais puisque vous en êtes à écrire un roman où vous imaginez de façon presque crédible que François Bayrou puisse gagner la présidentielle, vous devez forcément vous dire, si Bayrou peut la gagner, Borloo aurait pu la gagner. Ah, bien sûr, je me le dis.
et j'en suis d'autant plus meurtri. Mais Bayrou peut la gagner pour une raison simple. Regardez toutes les enquêtes d'opinion. Il y a grosso modo 50% des Français qui disent ne vouloir ni de la droite ni de la gauche. À gauche, vous avez quelques candidats, de Mélenchon à Madame Joly en passant par Hollande. Aucun ne suscite l'enthousiasme. À droite, vous avez un rejet évident, même s'il s'applique aujourd'hui à essayer de le gommer, de Nicolas Sarkozy. Donc, en fait, ça doit se jouer sur les 50% restants entre Marine Le Pen et François Bayrou. Ouais. Dans ce livre, donc, vous êtes très dur, on l'a entendu, avec l'UMP, avec son patron Jean-François Copé en particulier. On ne peut pas s'empêcher malgré tout de se souvenir que vous avez été porte-parole de l'UMP pendant 3 ans. Il y a un certain nombre de choses que vous dénoncez aujourd'hui dans ce livre, ce que vous appelez la dérive droitière, en gros. À l'époque où vous étiez porte-parole, il fallait la justifier. Oui, mais elle n'était pas aussi évidente. Oh, il y avait Hortefeux à l'identité nationale, il y avait Luc Besson, il y avait le oui, débat oui, sur l'identité nationale. Moi, il y avait ce qui m'a fait lever le pied, c'est le moment que j'ai choisi pour m'éloigner un peu, tout en restant un porte-parole, mais je n'ai pas pris part à ce débat, c'est le discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble. Discours dont d'ailleurs Henri Guénaud a dit que c'était une erreur. Et puis, quand Jean-François Copé est arrivé, je me suis senti très marginalisé. On m'a nommé à la tête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et compte tenu de mes prises de position, qui ne sont pas droitières, vous le savez, j'ai été viré. Donc, sincèrement, je pense que je suis habilité à dire que ce virage à droite n'est pas opportun. Oui, mais bon, vous le datez de Grenoble et donc de votre départ du porte-parole de l'UMP, mais je vous le disais, il y avait quand même, avant le discours de Grenoble, encore une fois, un ministère de l'identité nationale. J'avais la chance d'avoir avec moi comme porte-parole Frédéric Lefebvre, et nous savions nous partager les rôles. Je ne suis pas intervenu sur les sujets très droitiers. C'est une manière de ponce-pilatisme que vous me pardonnerez. Ouais. Donc vous repartez au combat. Vous êtes candidat aux législatives Je suis candidat aux législatives au Benelux. Au Benelux pour les Français de l'étranger. Absolument. Sous l'étiquette du Parti radical. Sous l'étiquette du Parti radical et de l'Alliance républicaine écologique et sociale, qui a besoin de se faire un nom et une image. Et en attendant, comme vous me le disiez tout à l'heure, vous vous êtes bien marré avec ce roman. Oui, écoutez, c'est toujours agréable d'écrire l'avenir tel que on aimerait presque qu'il se déroule. Ouais. Bien marré, mais fait quelques ennemis. J'en ai déjà beaucoup. Je vais pouvoir compter mes vrais amis après cela. Ouais, et Jean-François Copé n'en fera pas partie. Non, mais je pense que là, c'est irrécupérable. Qui drague Marine Le Pen dans un roman. C'est un roman, ça s'appelle Panique à l'Élysée. C'est signé Dominique Paillet et ça vient de sortir chez Grasset. Merci à vous, venu. Nicolas. Dans un instant, le meilleur de Nicolas Canteloup. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.